Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le tremblement de terre en Indonésie aurait fait au moins 1 millier de morts, principalement sur la petite île de Nias, où 2 Français sont portés disparus. Partout dans l'océan Indien, l'alerte a été levée après quelques heures. Il n'y a pas eu de raz-de-marée malgré la puissance du séisme. Un accident de car au Maroc a fait 7 morts parmi un groupe de touristes français selon l'AFP. C'est le deuxième accident impliquant des Français en moins d'un mois. Le bus est entré en collision avec une voiture sur une route montagneuse près de Taroudante. Le réquisitoire au procès de Tours, la prison à perpétuité a été demandée contre Jean-Pierre Roux-Durafour, auteur d'une tuerie qui avait fait 4 morts. Un lâche, un menteur et un cynique, a dénoncé l'avocat général. Le verdict est attendu d'un instant à l'autre. Les négociations de salaire chez les fonctionnaires, cette fois on est entré dans le vif du sujet. Renaud Dutreil propose finalement une augmentation générale supplémentaire de 0,8%. Les discussions se poursuivent en ce moment même. La France dispose d'informations rassurantes sur le sort de Florence Aubenas. C'est Jean-Pierre Raffarin qui a employé cette expression à l'Assemblée. Le Premier ministre indique que des contacts stabilisés sont établis avec les ravisseurs. Enfin, une proposition de loi contre l'obésité. Elle imposerait une demi-heure quotidienne de sport à l'école ou dans les centres aérés et la mise à disposition de fontaines d'eau dans tous les établissements. Un texte déposé par le député socialiste Jean-Marie Le Guen qui qualifie l'obésité d'épidémie mondiale. L'Asie du Sud a donc finalement échappé la nuit dernière à un nouveau raz-de-marée. Chacun hier soir avait en tête les scènes terribles du 26 décembre, mais je vous le disais, l'alerte a été rapidement levée. Des dégâts en revanche et des victimes en Indonésie. Regardez la carte, l'épicentre du séisme, finalement mesuré à 8,7 sur l'échelle de Richter, est situé à 150 km de celui de Noël. C'est sur l'île de Nias que le bilan est le plus lourd. En voici les premières images, elles sont commentées par Philippe Visserias. Voici le visage de l'île de Nias, aujourd'hui défiguré par le séisme. Dans la ville principale, plus d'un tiers des bâtiments sont détruits. Le tremblement de terre d'une magnitude de 8,7 sur l'échelle de Richter est l'un des plus forts enregistrés dans le monde depuis un siècle. Le drame s'est produit vers 23 h hier soir. Les habitants ont été surpris dans leur sommeil. D'après les autorités indonésiennes, il y aurait entre 1000 et 2000 morts, un bilan provisoire. En attendant les secours, les rescapés s'organisent avec des moyens de fortune. Les premières victimes sont transportées sur des scooters. Sur les routes, des réfugiés errent à la recherche d'un abri. D'autres ont abandonné leur maison par peur d'un nouveau raz-de-marée. Il y a beaucoup de gens qui refusent de descendre des hauteurs où ils se sont réfugiés. Beaucoup de gens très traumatisés parce qu'ils avaient eu l'impression d'avoir échappé au tsunami qui avait assez peu touché l'île de Nias et qui se retrouve punis 3 mois après avec des destructions très importantes. Les 700 000 habitants de l'île de Nias attendent maintenant l'acheminement de l'aide internationale d'urgence qui commence à peine à arriver. Ce soir, la France est toujours sans nouvelles de 2 touristes français venus faire du surf dans cette île indonésienne. Et aucune précision pour l'instant au Quai d'Orsay sur l'identité et la région d'origine de ces 2 Français. Partout ailleurs, donc les dégâts semblent limités, mais les habitants encore bouleversés par la catastrophe du 26 décembre ont vécu une nuit de panique. Claude Sampère. Il était un peu plus de 23 heures. La terre tremble en Indonésie à 200 km à l'ouest. Un séisme en pleine mer que les habitants de Banda Aceh ressentent instantanément. Une secousse très violente, 8,7 sur l'échelle de Richter. Les habitants sont terrorisés. En quelques minutes, les rues de la ville de Banda Aceh sont envahies par des milliers de personnes. Toutes cherchent à s'enfuir, à gagner les hauteurs le plus rapidement possible. Cette fois-ci, les autorités ont déclenché une alerte au tsunami. Pour éviter les milliers de victimes du 26 décembre dernier, les autorités ont demandé à la population d'évacuer toutes les zones côtières. Au même moment, en Thaïlande, les radios et les télévisions annoncent le tremblement de terre. À Bangkok, les habitants, les touristes, certains en pyjama, se précipitent dans la rue. Beaucoup regardent en l'air pour voir si les immeubles ne s'écroulent pas. Certains sont complètement paniqués. Ici aussi, le gouvernement a déclenché une alerte au raz-de-marée. Plus au sud, à Phuket, dans la station balnéaire,
Les vacanciers et les habitants évacuent toutes les zones proches de la mer. Ce sont en fait tous les pays de la région qui sont en alerte. En Malaisie, les habitants ont également trouvé refuge dans les rues. Ici aussi, on craint un raz-de-marée. Un peu plus à l'ouest, en Inde, la situation est identique. Des policiers se déploient dans les rues. Les autorités ont demandé la plus grande vigilance à tous les habitants, notamment sur les côtes sud et est. Au Sri Lanka, on lit sur tous les visages la même inquiétude. Ces milliers d'habitants de toute l'Asie du Sud-Est ont tous partagé la nuit dernière la même peur, la même angoisse de revivre la tragédie du 26 décembre dernier. Mais cette fois, en tout cas, le système d'alerte a mieux fonctionné. En Thaïlande, du côté de Phuket, les radios, les télévisions, la police, les cloches ont averti les habitants, même s'il y a eu des ratés. Dès ce matin, en tout cas, les vacanciers étaient de retour sur les plages. Envoyés spéciaux Philippe Rochaud, Bruno Carrette. À Phuket, la mer était placée sous haute surveillance. Ce sont les caméras de contrôle de la plage. Grâce à elles, on observe en permanence le niveau de la mer. Ces écrans sont là pour surveiller les plages, mais aussi pour guetter l'arrivée des tsunamis. Depuis le 26 décembre, le système d'alerte s'est perfectionné à Phuket. C'est ici, au quartier général de la police, que l'alerte a été déclenchée après le nouveau séisme de l'île de Nias. Pour le colonel Theropal, c'était finalement un test éloquent. La population a un peu paniqué. Les familles sont parties sur les hauteurs et on a essayé de calmer les gens. On ne savait pas si une vague allait arriver et il y a eu beaucoup d'hommes qui sont restés au bord de l'eau pour voir ce qui allait se passer. Les plages de Phuket ont retrouvé leurs quelques baigneurs, mais chacun a vécu à sa façon l'alerte au tsunami. Certains n'ont pas entendu, d'autres n'ont pas compris, car les appels étaient faits en langue thaï. Une certaine confusion a régné. Il y a eu un affolement général. Les motos sont parties n'importe comment, en sens interdit. Et je pense qu'il y a eu plus de risques d'accidents que de tsunami. Les autorités veulent en tout cas tirer la leçon de cette première alerte. Au début de l'alerte, tout le monde est parti dans la même direction. Ça, c'est un problème. À l'avenir, il faudra que nous disions aux gens d'aller à droite, à gauche ou au milieu. Du moment qu'ils ne courent pas vers la mer, tout ira bien. Il reste 15 000 touristes étrangers à Phuket, c'est 5 fois moins que d'habitude, mais on n'a pas observé de mouvement de repli particulier après le tremblement de terre de l'île de Nias. Et on retrouve tout de suite un autre de nos envoyés spéciaux en direct en Indonésie, cette fois à Medan. Bonsoir Stéphane Bretner. Là aussi la nuit a été très éprouvante et on commence à se dire là-bas qu'il va falloir vivre avec cette menace. Eh bien absolument, parce que habitude, c'est bien le mot, vous le savez, les répliques ici sont quasi quotidiennes depuis le 26 décembre. Mais la secousse d'hier, extrêmement violente, a réussi à semer la panique pendant quelques minutes, ici à Medan et puis dans toute la zone touchée par le tsunami. Alors la nuit puis la journée ont été relativement calmes, mais vous vous en doutez, on ne parlait que de ça. Et les gens que nous avons pu rencontrer depuis que nous sommes arrivés nous racontent tous à peu près la même chose, comme ce groupe de jeunes qui étaient attablés hier soir. Ils ont véritablement senti le sol se dérober sous leurs pieds. Ils ont couru le plus vite possible dans la rue. Et là, tout le monde s'est retrouvé, certains même incrédules, ne sachant pas quoi faire. Et c'est d'ailleurs ce que nous disait l'un de ces jeunes. Il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas d'informations et pas de consignes véritables d'évacuation. Et puis, on a aussi vu cette femme qui nous disait qu'elle se remettait tout juste du traumatisme et que la secousse d'hier l'a replongée dans ses angoisses. L'angoisse, c'est, vous vous en doutez, le sentiment avec lequel les Indonésiens vont devoir maintenant vivre pendant encore un certain temps. Merci Stéphane. Alors le séisme, on le disait, a finalement été mesuré à 8,7 sur l'échelle de Richter. C'est moins qu'en décembre, mais c'est beaucoup. Alors comment expliquer l'absence de raz-de-marée? Élément de réponse avec Nicolas Châteauneuf et Jean-Pierre Pasteur. Le 26 décembre matin, les habitants de Banda Aceh, au nord de Sumatra, sont réveillés par le plus violent séisme de ces 40 dernières années. 9 sur l'échelle de Richter. À 30 km des côtes se forme une vague géante, un tsunami qui balaie tout le rivage. L'onde se répand dans tout l'océan Indien. Il y aura 300 000 morts. Le séisme a eu lieu dans une région sensible. À cet endroit, la croûte terrestre se divise en plaques. Depuis des millions d'années, la plaque australienne avance sous la plaque eurasienne. Les tremblements de terre sont donc très fréquents. Celui d'hier a eu lieu 150 km plus au sud que celui du 26 décembre. Pour les scientifiques, les deux sont sans doute liés. Le séisme d'hier a bien été d'une certaine manière déclenché quand même
par l'occurrence du séisme majeur qui s'était produit au mois de décembre. Il était difficilement imaginable qu'après magnitude 9, moins de 3 mois après magnitude 9, à magnitude de 8,7 se produise quasiment à 150 km du séisme précédent. Entre les deux séismes, une différence de magnitude de seulement 3/10, mais sur l'échelle progressive de Richter, la différence est énorme. Il est très fort, mais il est en gros 15 fois moins fort que le tremblement de terre d'il y a 3 mois. Donc la faille a glissé d'une quantité plus faible sur une surface plus faible. Et l'angle de cette faille est extrêmement plat. Le 26 décembre dernier, l'affrontement des deux plaques au fond de l'océan a soulevé une énorme masse rocheuse. D'incroyables volumes d'eau sont déplacés. C'est ce phénomène qui a donné naissance au tsunami. Hier soir, le mouvement des plaques, plus faible, s'est fait de manière horizontale. Le volume d'eau déplacé est moindre, l'ampleur des vagues également. Mais les experts restent prudents. Comme il y a 3 mois, la région de Sumatra va connaître d'importantes répliques et certains avancent déjà l'hypothèse d'un 3e séisme majeur. En France, en tout cas, ce nouveau tremblement de terre a réveillé des souvenirs douloureux pour tous ceux qui étaient en Asie du Sud à Noël et qui ont perdu des proches là-bas. À Nice, reportage Nathalie Jourdan, Frédéric Serruli. Au moins 430 victimes et peut-être plus de 1000 selon la Croix-Rouge. C'est le dernier bilan du séisme. Un séisme, pas de tsunami. À l'annonce de la catastrophe hier soir, les Gutins ont craint le pire. S'imaginer qu'ils puissent revivre encore une scène comme ça, ça nous a laissé, lorsqu'on a eu l'information hier, ça nous a laissé absolument sans voix pendant quelques minutes. En décembre dernier, le couple rentre du Sri Lanka après avoir frôlé la mort. Le 26 au matin, la vague emporte le bus dans lequel ils ont embarqué avec leur fils de 9 ans et un couple d'amis. Ils réchappent de la noyade en brisant une vitre. Leur guide restera coincé. C'était il y a 3 mois, c'était hier soir. C'est l'information d'hier soir qui a dû encore me perturber et je rêvais que j'avais la mer, il y avait une route au milieu, il y avait la mer de chaque côté et je courais. Autour de la table, les amis des Gutins, ceux qui étaient avec eux dans le bus. Ils étaient encore ensemble hier quand la nouvelle est tombée. J'ai un peu honte d'être là, d'avoir toute ma famille, d'avoir une vie agréable, un travail, enfin tout ce qu'il faut. On sent qu'on a eu beaucoup de chance et on aimerait qu'il y en ait d'autres qui aient autant de chance que nous. Ces rescapés veulent agir pour se sentir utiles. Depuis leur retour en France, ils ont créé une association. Les dons récoltés serviront à construire une école au Sri Lanka. Un projet concret qu'ils suivront pas à pas. C'est décidé, ils retourneront là-bas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau tremblement de terre avec un bilan, rappelons-le, qui devrait se situer entre 1000 et 2000 morts selon la Croix-Rouge et les autorités indonésiennes. Autre titre de l'actualité, cet accident d'autocar au Maroc, dans la région montagneuse de l'Anti-Atlas, près de Taroudante. Sur ces routes sinueuses, le bus a été heurté par un véhicule 4x4 et il a dérapé. Selon l'AFP, 7 touristes français ont été tués. On compte aussi une dizaine de blessés graves. Mathias Sillon. L'autocar assurait la liaison Ouarzazate-Taroudant. À bord, un groupe de 46 Français originaires du Grand Ouest et de la région parisienne qui terminaient un périple d'une dizaine de jours au Maroc. Peu avant midi, c'est l'accident. L'autocar heurte un 4x4 et se renverse. 7 personnes seraient décédées sur le coup. Plusieurs dizaines de blessés ont été transportés à l'hôpital de Taroudant. C'est un accident de la voie publique entre un autocar transportant des touristes français avec apparemment une 4x4 où il y avait des Anglais. L'autocar s'est renversé suite à l'accident. On a reçu ici à peu près, je dirais, 35 blessés. Puis il y avait 7 décès. Il y a 7 décès, c'est ça? 7 décès sur place, et 13 blessés graves et 27 blessés légers. On a mobilisé 2 hélicoptères pour transporter les blessés graves vers l'hôpital militaire de Marrakech. On ignore pour le moment l'identité des personnes décédées. Le 12 mars dernier, une touriste française était morte dans l'accident d'un autocar près d'Azrou, toujours au Maroc. Un pays dans lequel en 2003, les accidents de la route ont fait près de 4000 morts et plus de 15 000 blessés graves.
Justice, le verdict de la cour d'assises vient de tomber dans le procès de Jean-Pierre Roux Durafour. Cet homme de 47 ans, divorcé, père de 3 enfants, est jugé, vous le savez, pour une tuerie à Tours. Il avait semé la terreur et abattu 4 personnes en pleine ville sans aucune raison. L'avocat général avait réclamé la réclusion à perpétuité. L'attitude de l'accusé, qui invoquait un trou de mémoire et qui déniait toute responsabilité, avait révolté les familles et les proches des victimes. Ce verdict vient donc de tomber et c'est la réclusion à perpétuité qui a été retenue par les jurés. Caroline Gauthier, vous avez suivi l'audience et vous êtes en direct. Effectivement, et ce verdict a été accueilli avec beaucoup de calme et beaucoup de dignité par les familles des victimes. Une attitude qu'elles ont d'ailleurs eue tout au long de ce procès. Beaucoup de soulagement évidemment de leur côté, puisqu'elles réclamaient, ces familles, la réclusion à perpétuité, la peine maximale pour Jean-Pierre Roux Durafour. On attendait un délibéré très long et finalement les jurés ont mis à peine 2 heures pour faire état de leur intime conviction. Ils condamnent donc effectivement Jean-Pierre Roux Durafour à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Ils ont suivi en cela les réquisitions du procureur général, de l'avocat général, qui ce matin faisait état d'un Jean-Pierre Roux Durafour, le décrivant comme un manipulateur, un affabulateur, un menteur, un paranoïaque, mais qui n'avait pas retenu la maladie mentale. Et puis pour terminer, bien donc l'attitude de Jean-Pierre Roux Durafour au moment où le verdict a été prononcé. Il est resté impassible, n'a pas prononcé un mot, n'a pas eu un regard pour les familles des victimes. Il avait terminé l'audience cet après-midi par ces simples mots: je regrette énormément, mais là aussi sans effectivement avoir le sentiment d'être vraiment sincère à ce moment-là. Il est resté impassible et il est condamné, je vous le rappelle, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans ce soir à Tours. Merci Caroline. Autre procès, celui des marchés publics d'Île-de-France, l'une des plus grosses affaires de détournement de fonds de ces dernières années, on en a déjà parlé ici même. Journée attendue car Claude-Annick Tissot, celle qu'on a surnommée la Madame propre du RPR, était appelée à témoigner. C'est elle qui avait dénoncé les malversations. Aujourd'hui, sans rien renier, elle a tempéré ces accusations qui lui ont valu, il faut le dire, une mise à l'index dans son propre camp. Dominique Verdaillan, Jean-Yves Blanc. Une super salade. Le sourire aux lèvres, Claude-Annick Tissot qualifie ce qu'elle a découvert en 18 mois au Conseil régional. Ce n'est pas une, mais 150 irrégularités, une addition d'anomalies. Cela me prenait la tête, dit-elle. D'un côté, des entreprises du bâtiment qui revenaient sans arrêt dans les dossiers d'attribution. De l'autre, Claude-Annick Tissot se sentait de plus en plus isolée de sa volonté d'appliquer la loi, d'où un climat intenable. Le climat était difficile. Et techniquement, je pense qu'il était bon que ma foi, je quitte ma commission, puisque je ne pouvais pas travailler dans les conditions dans lesquelles je souhaitais le faire. On vous mettait des bâtons dans les roues? Écoutez, techniquement, c'est vrai que les choses étaient devenues un peu dures. Techniquement, Claude-Annick Tissot emploie ce mot plusieurs fois. Elle se défend de toute considération politique. Bref, 3 heures à la barre dépourvues de mise en cause personnelle. Je n'ai pas voulu créer un drame, confie-t-elle. Je ne suis pas une rapporteuse. J'ai protégé personne. Et je l'ai fait, j'ai simplement témoigné sans animosité. Effectivement, je pourrais dire, je ne sais pas, j'ai été maltraitée, je suis toute seule, mais je n'ai pas voulu faire entrer d'émotion ni de rancœur. L'ancien président Michel Giraud prend des notes, mais il est condamné au silence. Le président du tribunal, lui, s'interroge plusieurs fois pourquoi le Conseil régional n'appliquait pas ce qui, après tout, étaient les lois de la République. C'est une question essentielle de ce procès, mais ce soir, personne ne semble pressé d'y répondre. En bref, un nouveau communiqué alarmiste sur la santé du prince régnier de Monaco, communiqué dont chaque terme est soigneusement pesé. Eh bien aujourd'hui, le pronostic vital est à nouveau considéré comme extrêmement réservé. Le prince, rappelons-le, est hospitalisé depuis plus de 3 semaines au centre cardio-thoracique de la Principauté pour une inflammation broncho-pulmonaire. L'économie, c'est une partie délicate qui est en train de se jouer pour le gouvernement au ministère de la fonction publique. Après le succès des manifestations du 10 mars, les syndicats attendaient aujourd'hui du concret sur les augmentations de salaire. Renaud Dutreil propose 0,8% pour 2005, qui s'ajoute aux 1% déjà accordés. Les discussions sont en cours. Sur place, Nathalie Moisan, Éric Mézy. Pour Renaud Dutreil, c'est le rendez-vous de tous les dangers. Fort des manifestations réussies le 10 mars, les syndicats de fonctionnaires réclamaient au moins le rattrapage du pouvoir d'achat pour 2005. Le gouvernement les a entendus, ce sera 0,8% supplémentaire en 2 fois, en plus des 1% déjà prévus. C'était le préalable fixé par les syndicats en arrivant.
Il faut pour 2005 stopper la dégringolade du pouvoir d'achat qu'on a connu depuis plusieurs années. Et à partir de là, on peut rediscuter, y compris du rattrapage et de l'avenir. Les copains sont descendus dans la rue à plusieurs reprises. Ils ne sont pas descendus dans la rue pour dire on va céder quelque chose. Ce qu'ils veulent, c'est le maintien et la progression du pouvoir d'achat à titre de l'année 2005. Après, on discutera 2006. Justement, pour 2006, le ministre propose 2 scénarios. Dans les 2 cas, une augmentation de salaire d'1,3%, mais dans le second, il y aurait une part variable en fonction de la croissance. Pour être valables, les propositions ministérielles doivent être acceptées par une majorité de syndicats. Autant dire que les discussions peuvent se poursuivre tard dans la soirée. Voilà, Nathalie Moisan qui nous signale que ces discussions viennent pourtant de s'interrompre. Il y a quelques instants, apparemment, les syndicats jugent cette première proposition insuffisante. Autre mouvement en perte de vitesse, mais qui ne s'éteint pas, celui des lycéens. Une trentaine d'établissements ont été perturbés par diverses manifestations en région parisienne. Mais c'est dans le sud-ouest et en particulier à Toulouse que la mobilisation reste la plus importante. La plupart des lycées sont restés fermés aujourd'hui ou ont été bloqués par des manifestants. Les lycéens qui étaient par ailleurs plusieurs centaines devant le rectorat, toujours pour protester contre la loi Fillon. Les jeunes qui sont au cœur d'un problème de santé de plus en plus évoqué, l'obésité. Un enfant sur 5 serait trop gros et parmi eux les cas d'obésité sont en nombre croissant. Question, peut-on régler le problème par la loi? C'est ce que propose un député socialiste, Jean-Marie Le Guen. Son texte préconise notamment une demi-heure quotidienne de sport et des fontaines d'eau dans tous les établissements. Isabelle Quintard, Guillaume Viard. À chaque fois que sa grand-mère vient chercher Jules, 8 ans, Tu as un petit goûter? c'est le même cérémonial, le passage par la boulangerie. C'est pas méchant en fait, un croissant tous les jours, si. Il vaut mieux aller marcher et manger moins. Peut-être, car les gâteaux et les enfants, c'est une histoire d'amour qui peut parfois mal finir, quand l'enfant accumule les kilos et devient obèse. Jean-Marie Le Guen, député PS et médecin, a proposé une loi avec différentes mesures, parmi lesquelles installer une fontaine à eau dans chaque établissement scolaire, faire 30 minutes d'activité physique par jour, peser et mesurer les enfants aux différentes étapes de la croissance, et enfin la possibilité d'interdire la publicité télévisée. Sur ce dernier thème, le député est très clair. Si on est chocolatier, je considère qu'il est parfaitement logique de vendre du chocolat et je n'ai, en tant que du point de vue de la santé publique, il n'y a aucune opposition à ce que l'on puisse manger du chocolat. Mais prétendre que l'on doit manger tous les jours et plusieurs fois par jour du chocolat et le prétendre par sa démarche commerciale ou le sous-tendre par sa démarche commerciale, ça c'est effectivement une dérive qui n'est pas acceptable. Pour ce nutritionniste, légiférer sur l'obésité, c'est un constat d'échec et cela ne changera pas grand-chose. On ne peut pas arrêter l'explosion de l'obésité qu'on observe actuellement. On ne pourra l'arrêter peut-être que dans 2-3 générations. Le mouvement ne s'inversera que dans 2-3 générations. Et je ne crie pas au loup en disant ça, malheureusement tous les chiffres sont en train de le prouver. Donc on va continuer à dégrader, quelles que soient les mesures prises, on va continuer à dégrader notre poids dans les années qui viennent. 6. En France, l'obésité grignote du terrain. Le nombre d'enfants atteints double ainsi tous les 15 ans. Et il y a actuellement plus de 5 millions de Français dans cette situation. En bref, la mort de celle qui était présentée comme la doyenne des Français, Anne Primou, 115 ans. Elle avait donc 24 ans quand la Première Guerre mondiale a éclaté. Elle vivait chez elle, à Perpignan, ces dernières années avec sa fille, âgée de 91 ans. Ses obsèques auront lieu demain. Le référendum sur la Constitution européenne, le non s'installe décidément dans les sondages. Une nouvelle enquête IFOP pour Paris Match le donne à nouveau en tête. C'est le 5e, 53% contre 47% pour le oui. Un peu plus d'une personne sur deux se déclare sûre de son choix. Image du Bureau national du Parti socialiste qui se réunit à nouveau ce soir. On sait que c'est à gauche et notamment chez les sympathisants PS que le non a le plus fortement progressé ces derniers jours. Et la direction du parti l'a reconnu aujourd'hui en indiquant que la campagne ne faisait que commencer. Alors, comme chaque soir de cette semaine, nous vous présentons ce texte qui suscite des débats enflammés, mais qu'on connaît assez peu. Aujourd'hui, l'aspect économique et social peut être le plus sensible. Certains voient dans la Constitution un repoussoir libéral, d'autres au contraire une garantie pour l'Europe sociale. Les questions et les réponses avec Stéphane Despinois et Nathalie Gallet. Être efficace à 25, c'est l'objectif que se sont fixés les pères de la Constitution. Mais l'enjeu économique est devenu débat politique.
La Constitution est-elle sociale ou libérale? Article 1.15, la coordination des politiques économiques est inscrite noir sur blanc dans le texte. Dans le domaine social, l'Union des 25 peut prendre des initiatives. En d'autres termes, l'économique a pris quelques longueurs d'avance sur le social depuis le traité de Rome. Mais pour les tenants du oui, le traité est avant tout une arme contre les délocalisations. Il faut absolument que nous, en Europe, donc également la France, on se donne les moyens de faire face à la concurrence qui nous vient des grands émergents comme la Chine, comme l'Inde. Quels sont les droits du salarié? La Constitution consacre les droits fondamentaux, conditions de travail justes et équitables, liberté syndicale ou encore droit de négociation et d'action collective. L'article 2.90 précise que tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié. Un peu vague selon les partisans du non. La principale limitation, c'est le fait que la politique sociale, pourquoi pas, à condition qu'elle respecte la concurrence libre et non faussée. La Constitution est-elle une menace pour les services publics à la française? Dans son article 2.96, l'Union reconnaît l'accès aux services d'intérêt économique général. En fait, sans attendre la Constitution, la libéralisation de nombreux secteurs, transport, énergie, poste, est déjà bien entamée et la France a donné son feu vert. Le sort des otages en Irak est d'abord la disparition de 3 journalistes roumains. Dans la nuit, l'un d'entre eux a réussi à prévenir sa rédaction par téléphone. Aucune revendication pour l'instant. La Roumanie, rappelons-le, fait partie de la coalition emmenée par les États-Unis. Paris a assuré sa sympathie à Bucarest. Par ailleurs, on dispose, et pour la première fois, de nouvelles encourageantes en ce qui concerne Florence Aubenas et son guide Hussein Hanoun, disparu il y a 83 jours. C'est Jean-Pierre Raffarin qui s'est exprimé sur le sujet à l'Assemblée nationale tout à l'heure. On écoute le Premier ministre. Nous avons maintenant des contacts qui semblent stabilisés, ce qui nous permet d'avoir quelque espoir. Je vous le dis, depuis l'appel que nous avions lancé pour que les ravisseurs s'adressent aux services officiels de notre pays, les services officiels français ont aujourd'hui des informations rassurantes. Vous comprendrez que Le Proche-Orient, un nouveau bon point pour Ariel Sharon et son projet de retraite des colons de la bande de Gaza. La Knesset, le Parlement israélien, a rejeté l'idée d'un référendum sur le sujet. Autrement dit, le Premier ministre israélien a donc les mains encore plus libres. Ce climat précaire mais encourageant au Proche-Orient se mesure aussi, vous allez le voir, à de petits signes très concrets. Ainsi, pour la première fois, la radio palestinienne a diffusé une chanson en hébreu, une chanson d'amour, dont la version en arabe était programmée presque simultanément sur la radio militaire israélienne. La paix en musique, reportage Dominique Derda, Offset Nalbandio. Ils se sont rencontrés aux premières heures de l'intifada. L'un est israélien, l'autre palestinien. C'est la musique qui les a réunis. Ce matin, David Broza est un peu inquiet. Pour la première fois, il va chanter en hébreu devant des écoliers palestiniens. La chanson dit qu'on devrait apprendre à vivre ensemble. Rappelez-moi votre nom. David Broza. David. Les enfants, David va nous chanter une chanson sur la paix. Je suis très heureux. Et tout ça, c'est grâce à Saïd. J'ai toujours su que je pouvais compter sur lui. Êtes-vous surpris de la réaction des enfants? Non, les enfants sont pas tous les mêmes. Sous le regard de Yasser Arafat, la radio publique palestinienne à son tour ouvre son antenne aux musiciens. La chanson composée par les deux amis s'appelle « Dans mon cœur ». C'est Wissam Mourad, le frère de Saïd, qui en arabe donne la réplique à David Broza. Au même moment, à Tel Aviv, la radio militaire israélienne, elle aussi, diffuse la chanson. On n'avait pas vu ça depuis 1994, la retransmission par les deux stations de la remise du prix Nobel de la paix à Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Quand on nous a proposé de prendre part à cette opération, on a dit oui tout de suite. Notre radio est certes une radio militaire, mais on s'adresse à toute la société israélienne. Et il est temps que tous ensemble, nous allions de l'avant.
Ni David Broza ni Saïd Mourad pourtant ne se font d'illusions. Malgré le cessez-le-feu annoncé en février, la route vers la paix est toujours semée d'embûches et d'obstacles qui souvent paraissent infranchissables. Ce mur, finalement, ce n'est qu'un mur. Et un jour, il disparaîtra. Oui, c'est ça l'objectif. C'est ça notre espoir. Et nous ne sommes pas les seuls. Côté israélien, côté palestinien, il y en a beaucoup d'autres comme nous. Des gens convaincus que ce qui les rapproche est bien plus fort que ce qui les sépare. Aux États-Unis, peut-être un tournant dans le procès de Michael Jackson. Le tribunal a donné son feu vert à l'évocation à la barre des précédentes affaires mettant en cause le chanteur. Elle s'était soldée par des arrangements financiers. C'est un coup dur pour la star. Pascal Golomer, Tristan Lebras. Ce fut sans aucun doute pour Michael Jackson la plus mauvaise journée depuis le début du procès. Le juge a accepté d'entendre des témoins pour évoquer 5 autres affaires impliquant le chanteur et de jeunes enfants. Des affaires qui remontent au début des années 90. L'une d'entre elles s'était terminée par un arrangement à l'amiable. Michael Jackson avait versé 25 millions de dollars à une famille qui l'accusait d'attouchement sur son enfant pour qu'elle retire sa plainte. Aux grandes dames du procureur. Le même qui aujourd'hui savoure sa victoire. Un rude coup en revanche pour l'avocat de Michael Jackson, qui devra désormais faire face à plusieurs accusations. Il est désormais question de preuves flagrantes, de penchants pédophiles clairement établis et de risque de récidive. Ce ne sera plus le même procès. Mais aucun des enfants impliqués dans ces précédentes affaires ne viendra témoigner. Le plus connu d'entre eux, Macaulay Culkin, l'acteur du film « Maman, j'ai raté l'avion », affirme même qu'il ne s'est jamais rien passé d'anormal lors de ses nombreux séjours au ranch Neverland. Quand Larry King sur CNN lui demande des détails, il répond qu'il jouait juste aux jeux vidéo et sur les manèges du parc d'attractions du chanteur. Ce sont d'anciens employés du ranch qui viendront raconter ce qu'ils ont vu. L'avocat de Michael Jackson fera tout évidemment pour décrédibiliser ses témoins comme il le fait avec la mère de son principal accusateur, mais sa tâche s'annonce ardue. Le 9 septembre 2001, le célèbre commandant Massoud était assassiné en Afghanistan lors d'un attentat suicide. Un attentat qui avait marqué les esprits parce qu'il avait précédé de 2 jours la chute des tours à New York et aussi parce que Massoud incarnait la résistance à l'intégrisme islamiste des talibans. Depuis, la justice a remonté la piste de ceux qui ont épaulé et financé les 2 kamikazes. Parmi eux, plusieurs Français. C'est leur procès qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Amaury Guibert, Frédéric Delarue. Cet homme qui tente de dissimuler son visage est l'un des prévenus. Il arrive libre à la salle d'audience. En tout, ils sont 7 à comparaître dans ce procès fleuve sur lequel plane l'ombre du commandant Massoud. Il y a l'ombre d'une affaire beaucoup plus retentissante et beaucoup plus historique, auquel s'adjoignent quelques égarés de l'islam, en définitive. Donc il va falloir faire la part des choses. Le 9 septembre 2001, le commandant Massoud, l'adversaire des talibans en Afghanistan, était tué dans un attentat suicide. 2 jours plus tard, 2 avions percutaient les tours jumelles du World Trade Center. Ces 2 événements sont liés, c'est une vaste opération montée depuis plusieurs mois par Al-Qaïda. Pour tuer Massoud, 2 kamikazes sont envoyés au QG du Lion du Panjshir. Ils se font passer pour des journalistes, les voici filmés par hasard quelques jours avant l'attentat. Ils ont avec eux une caméra piégée qu'ils font exploser à 2 mètres du commandant. Si les kamikazes ont pu approcher de si près, c'est notamment grâce à leur faux passeport belge, de simples documents à l'origine d'un événement historique. Ceux qui les ont fournis sont jugés à partir d'aujourd'hui à Paris, les membres d'un réseau de soutien logistique et d'envoi de volontaires vers l'Afghanistan. Des stages d'entraînement organisés en France, un trafic de faux papiers qui profite aux assassins du commandant Massoud, autant d'éléments qui démontrent, selon l'accusation, l'importance des réseaux européens dans l'organisation de la nébuleuse terroriste Al-Qaïda. La sécurité routière en France, un automobiliste belge a été flashé à 246 km/h dans la Somme. L'homme âgé de 44 ans roulait sur l'A16 vers Amiens. Interpellé au péage, son permis lui a été immédiatement retiré. Il n'avait pas d'alcool dans le sang. Il risque une suspension de 6 mois minimum. La vitesse, comme la drogue et l'alcool au volant, constituent, vous le savez, la principale cause de mortalité. Aujourd'hui, pour changer les comportements, il y a la répression et il y a aussi la prévention qui s'adresse aux très jeunes conducteurs maintenant. Cela commence au lycée à Montauban. Reportage Diego Garcia, Vincent Ferreira. Ils ont un permis tout neuf et la conduite est au centre de leur conversation.
Alors question, quand on leur fait une queue de poisson, comment réagissent-ils? Ouais, non, je pense que je referai une queue de poisson. Tu refais une queue de poisson? Ou alors je m'arrêterai, ou du moins je klaxonne, minimum je klaxonne, appel de phare, bref ça. Les hommes roulent beaucoup plus vite que les femmes. Ouais. Quand on est doublé, on regarde, c'est souvent un homme. Rouler jeunesse. Ils vont au lycée assister à une opération de prévention baptisée Citoyens de la route. Mélanie est très intéressée. Elle vient d'avoir son permis et a déjà choisi la zen attitude. Quand on voit quelqu'un qui va commencer à passer sur le passage piéton, à la place de suite de foncer, je passerai le premier, attendre que la personne passe. On l'appelle marijuana. Atelier, animation, ici tout est dit sur les conduites à risque. L'opération est organisée par la police et l'éducation nationale, une première en France pour les lycéens conducteurs. Et un rappel photos à l'appui, l'alcool est l'ennemi numéro 1. Je vais te faire passer une paire de lunettes qui équivaut à 1,5 g d'alcool. D'accord? Donc tu la passes. D'accord. Effet immédiat. L'alcool altère la vision et les réflexes. Démonstration. Comment? Vous êtes toujours avec l'équipe de... Non, c'est jamais la même. Aujourd'hui c'était en gros ma première cuite et c'était assez désagréable, quoi. J'ai pas vraiment envie de réessayer. Et c'est le but, sensibiliser. Avec 811 décès, les jeunes de 18 à 25 ans sont les seuls à avoir vu leur nombre de tués augmenter sur les routes en 2004. Jour J-2 pour la révolution de la TNT. Toute la France va passer progressivement de 6 à 14 chaînes gratuites. Et cela à partir de jeudi, en fin d'après-midi. Il suffit de s'équiper, vous le savez, d'un boîtier qui coûte une centaine d'euros. Les réponses aux questions que vous vous posez, Nicolas Lemarinier, Frédéric Basile. TNT, tout nouveau, tout beau. 3 Français sur 5 en ont entendu parler. Des nouvelles chaînes gratuites, une installation toute simple. Mais d'abord, qui peut recevoir la télévision numérique terrestre? 1 Français sur 3 au départ, 85% de la population en 2007. Le temps pour TDF d'adapter ses émetteurs. Comment recevoir les nouvelles chaînes? Une bonne vieille antenne râteau suffit. Un réglage sera peut-être nécessaire. On relie l'antenne à un adaptateur et l'adaptateur à la télé ou au magnétoscope. TMC, à 6 TMC, ça marche. Quel adaptateur choisir? Les plus simples coûtent environ 80 €. On rentre l'antenne, on connecte une Péritel au téléviseur et en route, et c'est tout. Seul défaut, impossible d'enregistrer un programme et d'en regarder un autre en même temps. Pour cela, il faut un appareil à double tuner, plus cher, à partir de 150 €. Quelles chaînes sont offertes? Les 5 chaînes nationales gratuites qui existaient déjà, et puis aussi 5 chaînes toutes nouvelles, dont France 4, la dernière née de France Télévisions. Les chaînes de la TNT seront aussi disponibles sur le câble, le satellite et la télé par Internet. Dans ces cas-là, pas besoin d'adaptateur. Et on y reviendra demain et après-demain. Les pigeons voyageurs en vedette, ils sont les héros d'un dessin animé à grand spectacle qui sort demain, on en reparlera, un film qui relate leur rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Les pigeons voyageurs qui existent toujours, ils sont 200 environ, dressés et utilisés par l'armée française, surtout à des fins de démonstration, il est vrai. Romain Clément, Frédéric Delarue. Passage en revue d'une troupe un peu spéciale. L'adjudant Ouvrard a choisi de servir au sein du dernier colombier militaire de France. 200 pigeons voyageurs. Durant les guerres, leurs aînés étaient souvent les seuls à pouvoir franchir les lignes ennemies. C'est quand même un des moyens le plus secrets, malgré, à l'heure actuelle, les transmissions satellitaires. Le pigeon, pour l'intercepter, la seule chose, c'est une balle de fusil, sachant la vitesse de vol 72 km/h. La hauteur, bien souvent, on ne l'aperçoit plus à l'œil nu. Donc systématiquement, le pigeon passera de toute façon. À côté du colombier, un musée entretient la mémoire. Première guerre mondiale, les bombardements interrompent constamment les liaisons téléphoniques. L'armée utilise alors jusqu'à 30 000 pigeons et leur action dans les combats s'avère décisive. C'est de cette aventure que le dessin animé Vaillant, Pigeon de combat s'inspire. Héros de l'escadrille, le frêle Vaillant. Messieurs, largage immédiat. Je crois que j'ai déjà tout. Et l'authentique Vaillant, le voici, aujourd'hui empaillé. Mais contrairement à la fiction, il ne s'est pas illustré en 1944, mais en 1916. Il est envoyé donc le 4 juin 1916, porteur d'un message, a rejoint le colombier de Verdun. Ça a permis de dégager le fort de Vaux. Donc ce pigeon s'est vu citer une décoration qui est une citation à l'ordre de la nation.
Désormais, les pigeons du colombier n'ont plus de rôle opérationnel. Et même s'ils continuent à s'illustrer dans des compétitions civiles, ils sont à la retraite d'office. Du cinéma avec un film précédé d'une réputation très flatteuse, Va, vie, devient, un film qui mêle la petite et la grande histoire, celle d'un petit Éthiopien dans les années 80 pour échapper à la famine. Il fait croire qu'il est juif et se fait adopter par une famille israélienne. Pascal Deschamps, Nathalie Gallet. 1984, l'opération Moïse. Les services secrets israéliens organisent en quelques heures l'évacuation de 10 000 juifs éthiopiens entassés dans des camps de réfugiés au Soudan. Va, vie et devient, le film revient sur cette incroyable épopée humaine à travers le destin d'un enfant, un petit chrétien que sa mère oblige à se faire passer pour juif pour échapper à la famine. Il devient Shlomo, Salomon, et en quelques heures, il ne franchit pas seulement quelques milliers de kilomètres, mais des siècles. Shlomo découvrira la douche et l'eau qu'on dépense sans compter, lui qui vient d'un pays de sécheresse. Il découvrira une culture, le judaïsme. Il découvrira aussi le racisme. Le réalisateur a travaillé avec les jeunes juifs éthiopiens d'aujourd'hui, comme Sirac. Il a lui aussi vécu le voyage depuis l'Éthiopie et l'adaptation. Nous ne parlions pas l'hébreu, nous avions une mentalité différente. Alors forcément, quand vous êtes différent, vous faites peur aux gens. Aujourd'hui, je pense que je n'ai pas à prouver que nous avons le droit d'être en Israël, car nous avons souffert, à un point que les gens ignorent pour être là. Et le film le montre. 2h20 d'une incroyable aventure, Shlomo l'étranger, juif, noir, chrétien, africain, israélien, au-delà de toutes ces différences, vivra et deviendra un homme, tout simplement. Le retour d'un chef-d'œuvre français dans le patrimoine national, la Vestale de Jean-Antoine Houdon, une statue en marbre, grandeur nature du XVIIIe siècle. Depuis plus de 100 ans, elle était en possession des Américains. Elle a été remise aujourd'hui au musée du Louvre. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, la pluie, le vent, la grisaille. 20h55, Effroyable jardin de Jean Becker. C'est la première diffusion en clair de ce film avec Jacques Villeray et André Dussolier. 1h20, dernier journal, Laurence Piquet. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Hervé Bourges. On reparlera de télévision. On se quitte sur ces images, cette nouvelle image de la France aux couleurs olympiques. La Rochelle abritera les épreuves de voile si Paris est choisi pour les JO 2012. La nuit dernière, les 2 tours d'entrée du port ont été illuminés. Un feu d'artifice a été tiré devant 5000 personnes. Des festivités qui marquent le lancement du compte à rebours. Et oui, c'est dans 100 jours exactement que la décision du CIO sera connue. Vive les Jeux, à demain.